Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à l'émission du tourisme à Port-Neuf. Je m'appelle Danick Julien et cette semaine, nous sommes à la grotte Le Trou du Diable à Saint-Casimir. Je suis en présence de Monsieur Charles Laviolette. Bonjour. Bonjour, bienvenue au Trou du Diable. Merci beaucoup. Quel est votre poste ici? À quoi consiste votre travail? Eh bien, la plupart des employés du Parc naturel régional de Port-Neuf sont formés pour la grotte. Donc, je suis guide spéléologiste, là, initiateur en spéléologie. Puis, on fait également beaucoup de tâches là, entourant le parc. On a un territoire de 72 km² à gérer. Ici, c'est un des secteurs. Oui, dans les 72 km, la grotte, elle, de combien de mètres elle mesure? Oui, la grotte Le Trou du Diable, c'est la plus longue grotte visitable, accessible aux touristes au Québec. Puis là, pas loin d'1 kilomètre de galerie, donc 960 mètres environ de galerie. Donc aujourd'hui, vous allez nous faire une petite visite, on va aller en grotte. Comment ça va se passer? Oui, aujourd'hui, ce que je vous offre, c'est la visite touristique, donc la visite un peu plus accessible, un peu plus familiale. Qui dure normalement environ 1h30. Donc, on va visiter la galerie principale puis quelques galeries secondaires. Où il y a aussi la visite aventure qu'on fait parfois, qui dure 3 heures, mais qui est plutôt sportive, je dirais, qui n'est pas très touristique. Et c'est vraiment un sport, là, la spéléologie. D'accord, merci beaucoup. Alors, passez une bonne émission. Alors, on voit que la roche est un peu spéciale. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, c'est ça. Donc, on est entre Saint-Casimir et Saint-Alban. Et vous voyez que la rivière Sainte-Anne, ici, a creusé un magnifique canyon dans un type de roche particulière, un type particulier de roche qui est de la roche calcaire. C'est de la roche sédimentaire ici. Calcaire, et c'est un calcaire qu'on appelle Trenton. Donc, c'est de type Trenton. Et puis, la pierre calcaire a une propriété assez intéressante qui rend possible ce canyon-là et qui rend possible toutes les cavités qu'il y a autour, dont le Trou du Diable, qui est la plus grande cavité qu'il y a dans le coin. Et c'est que cette pierre-là est soluble dans l'eau.
C'est une propriété assez intéressante, donc ça prend des millions d'années, évidemment, à l'eau pour dissoudre cette pierre-là. Mais oui, cette pierre-là disparaît dans l'eau. C'est de l'érosion, c'est pas de l'érosion mécanique, là. C'est pas que l'eau gratte la roche, c'est vraiment que la roche, c'est de l'érosion chimique. C'est vraiment que la roche se dissout dans l'eau. Et si vous allez, exemple, dans les montagnes au nord de Saint-Raymond, voir la rivière Sainte-Anne, vous allez vous apercevoir qu'elle ne coule pas du tout dans le même type de pierre. Donc à Saint-Raymond, c'est vraiment plus de la pierre volcanique, la pierre ignée, qui est beaucoup plus dure et qui est peu ou pas soluble dans l'eau. Donc il y a beaucoup moins de grottes dans les Laurentides, par exemple, qui est au nord de Saint-Raymond, dans la chaîne de montagnes des Laurentides, ou dans les Appalaches, ou dans le bouclier canadien. C'est de la pierre volcanique, donc qui est plus dure. Ici, c'est une région karstique. Il y a des trous un peu partout, à Saint-Alban, Saint-Casimir, Grondines. Il y a on connaît bien le trou du diable, c'est la grotte la plus connue. Mais il y a la grotte de la Momie, la Cascatelle, à Saint-Alban, à Grondines, il y a des grottes. Il y en a un peu partout. Il y a des grottes probablement invisibles dans le canyon, sous la pierre. Il doit y avoir des cavités un peu partout qu'on ne connaît pas. Donc, ces grottes-là, vous dites qu'il y en a à peu près un peu partout sur le territoire là, de Saint-Casimir, Grondines. Qu'est-ce qui fait... pourquoi la roche volcanique est moins propice à ça? Parlez-nous un peu. Bien, c'est probablement la façon que ça a été formé, hein. La roche sédimentaire... de type calcaire comme on a ici. Ça a été formé, là, cette pierre-là a au moins 400 millions d'années, voire 450 millions d'années, et a été formée dans le fond de l'eau. Hein. Donc, l'eau a participé à la formation de cette pierre-là. Donc, peut-être c'est lié au fait qu'elle est soluble. La roche ignée, la roche volcanique, l'eau n'a rien à voir dans la formation de la roche volcanique. C'est vraiment des volcans. Là. Et puis, chose intéressante aussi, c'est que cette pierre-là s'est développée donc, là, 450 millions d'années dans le fond d'un océan. Pas du tout à nos latitudes. C'était beaucoup plus au sud, beaucoup plus proche des tropiques. Vous connaissez la dérive des continents, la dérive des planchers océaniques, c'est un peu la même chose. Donc c'est ça. Donc, on est devant la résurgence principale de la grotte. Une résurgence, là, en spéléologie, c'est là où l'eau sort de terre. Donc, vous vous rappelez que je vous ai dit que l'eau pouvait dissoudre la pierre calcaire. C'est ce qui s'est produit avec le trou du diable. Donc, voilà environ 12 000 ans, cette grotte-là a été formée et est toujours active. Donc, il y a toujours un cours d'eau qui coule dans la grotte. Et puis, c'est ça. Ici, la résurgence principale, c'est pas une entrée, c'est pas une sortie non plus, c'est pas une place où est-ce qu'on va avec les visiteurs. Parce que c'est le seul endroit de la grotte, on la connaît bien, la grotte, hein? Il y a des milliers, des centaines, voire des milliers de personnes qui passent ici à chaque année. On veut que ce soit une expérience sécuritaire. Ici, il y a parfois des chutes de pierre. Donc, c'est pas une place où on vient, c'est le seul endroit qui est pas complètement sécuritaire dans la grotte. Toutefois, il y a de la faune, beaucoup qui vont emprunter ce passage-là. Des porcs-épics, des ratons laveurs qui vont rentrer dans la grotte pour se cacher, pour chercher de la nourriture. Ici, j'ai un bâton qui a été grugé par un castor. Hein. Le castor mange l'écorce des arbres. On voit clairement les traces de dents de castor. On a déjà eu une locataire castor dans la grotte. Elle est partie l'année passée ou l'autre d'avant. Et puis si vous restiez ici à la tombée de la nuit, vous verrez des petites formes noires passer. Donc, il y a des chauves-souris dans la grotte, évidemment. Les chauves-souris ils vont être plus nombreuses dans la grotte l'hiver parce que l'hiver, il fait plus chaud dans la grotte que dehors. Donc, les chauves-souris, eux, c'est des mammifères, aiment la chaleur. Pour hiverner, ils vont se réfugier dans la grotte. L'été, la plupart vont sortir, trouver des abris plus proches de leur nourriture dans la forêt, dans les vieilles granges, etc. Mais il y a quand même des chauves-souris qui vont rester dans la grotte. J'en ai vu cette année qui dormaient, d'ailleurs. Et puis, autre fait intéressant, les chauves-souris dans la grotte ne sont pas infectées par ce qu'on appelle le syndrome du museau blanc. Hein, il y a un champignon, c'est vraiment un problème pour les chauves-souris là, au Québec. Les populations sont en train de se faire décimer. Et puis ça, il y a un champignon qui se développe partout sur le corps des chauves-souris, mais qu'on voit seulement sur le bout du museau parce qu'ils n'ont pas de fourrure. Et puis ça les tue, entre autres parce que l'hiver,
Ça leur permet pas de dormir confortablement. Ils sont obligés de se réveiller durant l'hiver, les chauves-souris hivernent. Et puis, donc, ils se réveillent pendant l'hiver. À la place de se réveiller une fois ou deux, ils vont se réveiller 7, 8, 10 fois pour se gratter, pour se dégager les voies nasales. Puis ça les tue parce qu'ils dorment pas assez bien. Mais heureusement, dans le comté de Portneuf, ils ne sont pas infectés. Ici, ils ne sont pas infectés. Puis il y a une base de données qui existe sur Internet de toutes les colonies de chauves-souris au Québec. Puis c'est ça, dans Portneuf, là, ils ne sont pas infectés encore. C'est une maladie qui viendrait d'Europe, peut-être qui aurait été apportée ici par des spéléologistes, des spéléologues, pardon. Et puis, mais en Europe, ça ne tue pas les chauves-souris apparemment. Ici, c'est au contraire, ça les tue, ça les décime même. Est-ce qu'il y aurait un risque éventuellement que les populations de la chauve-souris soient affectées par ce virus-là? Oui, c'est pas un virus, comme je te disais, c'est un champignon. Mais oui, évidemment, il y a un risque. C'est pour ça, nous autres, les spéléologues, quand on va, exemple, si je vais visiter une grotte en Outaouais ou en Gaspésie ou au Lac-Saint-Jean ou aux États-Unis, peu importe, je vais désinfecter mon matériel, mon équipement, mon casque, mon wetsuit, mon habit. Je vais tout désinfecter vraiment correctement pour pas infecter d'autres grottes ou que d'autres grottes viennent infecter la grotte Le Trou du Diable. Puis c'est un maillon vraiment important là, du monde animal puis d'une chaîne alimentaire. Les chauves-souris mangent beaucoup d'insectes. Et puis ça serait vraiment un problème s'il n'y en avait plus. Là. Donc on essaie de les protéger. Vous avez dit que la roche avait 450 millions d'années. J'imagine que la grotte n'a pas cet âge-là. Quel âge a la grotte environ? Oui, donc la grotte est assez jeune, elle est beaucoup plus jeune que 450 millions d'années. Elle a 12 000 ans environ. Ça en fait un bébé grotte. C'est vraiment jeune pour une grotte. C'est une grotte qui est encore active. Donc l'eau, vous voyez, on a les pieds dans l'eau en ce moment. Donc l'eau continue de creuser la grotte. Et là, 12 000 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait qu'au Québec, il n'y a pas vraiment de grottes qui ont plus que 12 000 ans? Est-ce que tu as la réponse? Qu'est-ce qu'il y a eu, là, 12 000 ans? Il n'y a pas eu le grand dégel ou quelque chose dans le style? Oui. Avant le grand dégel, il y a eu le grand gel, donc l'ère glaciaire. Il y a eu sur Terre au moins 7 ères glaciaires reconnues par les scientifiques. Le Québec, c'est une région qui a été très touchée par les glaciers. Donc, là, 12 000 ans, on avait à peu près 1 km de glace au-dessus de la tête. Partout au Québec, là, on avait à peu près une calotte de 1 km. Donc ça, c'est très pesant. Et un glacier, ça bouge. Hein? C'est tout des glaciers, ça. Puis ça bouge. Donc ça racle le sol. Ça a tout brisé, ça a écrasé, broyé, détruit tout ce qui aurait pu avoir de grotte avant 12 000 ans. Évidemment, quand ça a dégelé, c'est là que ça a donné un gros coup d'eau. Puis ça a formé la majeure partie du trou du diable. Et puis, c'est ça. Dans la grotte, comme je vous disais, donc ce que je viens de dire là, ça explique aussi le fait qu'il n'y a pas de fossiles de dinosaures dans la grotte. Hein? D'ailleurs, n'importe où au Québec, il n'y a pas de fossiles de dinosaures. On a des fossiles ici. Par exemple, on a un fossile de brachiopodes, de céphalopode, pardon. C'est un coquillage, en fait. Okay. Et puis, c'est un animal marin, donc, qui a à peu près l'âge de la roche, donc 450 millions d'années, à peu près. Et les dinosaures, donc, eux, qui ont disparu il y a 65 millions d'années, qui ont apparu il y a 220 millions d'années, sont beaucoup trop jeunes pour cette roche-là. Okay? Okay. Donc, les couches supérieures de pierre qui auraient contenu des fossiles de dinosaures, parce qu'il devait y avoir des dinosaures au Québec sur les terres de ce qui est aujourd'hui le Québec. Et donc, tous les fossiles de dinosaures ont été broyés par les ères glaciaires subséquentes. Donc, les fossiles ont disparu. Ce qui n'est pas le cas en Alberta. Les glaciers étaient beaucoup moins présents en Alberta. Il y en a eu pendant moins longtemps, il y en a eu moins épais. Donc, les fossiles ont été préservés en Alberta, ce qui n'est pas le cas au Québec.
l'air comme nous. Là, quand tu vas descendre, là, ouais, c'est bon idée. Quand tu vas descendre, là, s'il te plaît, ça va être les pieds en premier sur le ventre. OK? Tu peux y aller dans le première, mais dans le fond, le fond, descend à l'envers. Ouais. Tu vas t'appeler après ton pied là-bas. Donc, on est à un endroit qui est traditionnellement appelé la cheminée du diable. Et ici, il y a déjà une cheminée, c'est-à-dire qu'on a déjà vu l'extérieur ici, dans cette crevasse-là, dans cette diaclase-là. C'est un terme technique, diaclase, on peut dire une faille. Et puis, ce qui est arrivé, en fait, c'est qu'il y avait un pâturage en haut. Donc, il y avait des vaches là, qui étaient dans un champ. Et puis, éventuellement, il y a une vache qui est tombée dans la grotte. Puis le cultivateur, lui, cette histoire, ça s'est passé il y a 60-70 ans environ. Puis le cultivateur, donc, il voulait pas, évidemment, perdre ses vaches. Inutile de dire que cette vache-là est morte une fois qu'elle a été tombée. Le cultivateur a bloqué la cheminée du diable avec ces roches rondes, là. On voit que c'est pas des roches comme celle-ci, c'est pas de la roche sédimentaire. C'est de la roche, probablement de la roche volcanique. Donc, le cultivateur a bloqué l'accès pour ne pas perdre des vaches. Mais la vache qui est tombée là, qui est morte, dans ces années-là, la grotte n'était pas tellement visitée. Les gens avaient un peu peur. Hein? Ça s'appelle aujourd'hui le trou du diable. On ne sait pas exactement quand ça a commencé à s'appeler comme ça, le trou du diable, mais cette vache-là, chose qui est certaine, ici, il n'y a pas beaucoup de micro-organismes. Il fait assez frais. Donc, le cadavre a dû rester là assez longtemps, plusieurs mois, voire plus d'un an à se décomposer. Donc, ça devait sentir le diable dans le trou du diable. Peut-être que c'est un peu pour ça que les gens ont appelé ça le trou du diable. Mais les gens étaient très croyants. Et dès qu'il y avait au Québec, de toute façon, des trous du diable, il doit en avoir des centaines. Là. Il y en a un à Shawinigan, entre autres. Ici, on a les portes de l'enfer, on a le trou du diable. Donc, les gens étaient facilement appelés à appeler ça, à donner des noms démoniaques à des endroits. Et aussi, une autre chose qui est certaine, c'est qu'on appelait ça la cheminée du diable ici, parce que l'hiver, quand on vient par grand froid, marcher dans la forêt au-dessus, il fait plus chaud dans la grotte, hein? Vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Et puis, ça crée de la buée, ça crée de la vapeur. Il y a de la vapeur qui sort de terre en colonne, donc ça fait un peu spécial, ça fait un peu démoniaque. Et puis, autre chose aussi qu'on a entendu, beaucoup de bouche-à-oreille sur l'histoire du trou du diable. C'est à peu près juste ça qu'on a comme information du bouche-à-oreille. Et les gens entendaient ce qu'ils appelaient les pas du diable. Si vous regardez la paroi, le bas de la paroi est vraiment plus large que le haut. Et il y a souvent des vagues qui viennent frapper en dessous de la paroi, poc, poc, comme ça. Donc, ça fait comme des pas. Durant la Deuxième Guerre mondiale, durant la conscription, donc les jeunes hommes étaient obligés d'aller se battre en Europe pour la couronne britannique. Puis donc, il y a des Québécois que ça leur tentait pas. Puis il y a deux garçons qui sont venus se cacher dans la grotte des années 40. Là, il y avait la police militaire aux trousses qui voulait qu'ils s'entraînaient et se battent en Europe. Donc, la légende dit que les deux gars sont descendus ici, se cacher de la police militaire, qui ont passé la nuit ici. Et les vieux auraient entendu les pas du diable
qui sont venus chercher ces deux conscrits-là. Et qui ont d'ailleurs jamais été revus, selon la légende. Mais ils ont dû juste sortir de la grotte le lendemain matin et se sauver sans le dire à personne, là. Mais ça, c'est une autre histoire qu'on raconte. Donc, peut-être que vous avez déjà vu le film ou les films Retour vers le futur, Back to the Future. Dans ces films-là, le Doc Brown dit à Marty McFly, tu dois apprendre à réfléchir en 4 dimensions. Pour un bon spéléologiste, il faut vraiment réfléchir en 4 dimensions. Pour un bon spéléologue, pardon. Donc, il ne faut pas oublier que la grotte a été formée de haut en bas, hein? Donc, les parties plus hautes sont plus anciennes. Donc, ils ont été formées en premier. Si vous regardez ici, par exemple, on a cette conduite-là là, qui est vraiment une des conduites primordiales de la grotte, une des conduites primaires, qui devait être parfaitement ronde à la base, donc qui devait être bien pleine d'eau. Donc, l'eau a dissous de façon uniforme la pierre. Et puis, donc, c'est probablement que cette galerie-là a été formée en premier. Ensuite, on a une autre site, la galerie des Marmites, qui est un peu plus basse, qui a dû se former en deuxième. Probablement que l'eau s'est trouvé un chemin un peu plus court. L'eau prend toujours le chemin le plus court, évidemment. Donc, elle a formé cette conduite-ci. Et ensuite, probablement que l'eau est revenue, s'est trouvé un autre chemin encore plus rapide, puis a formé la galerie principale dans laquelle on est. Puis si vous regardez sur la paroi, vous voyez qu'il y a des petites vagues qu'on appelle des coups de gouge. Une gouge, c'est un outil d'ébéniste qui sert à entailler le bois de façon arrondie comme ça. Et donc, ça nous indique au moment où cette portion-là de la paroi a été formée, la quantité d'eau qui passait, donc le courant du ruisseau. Plus les coups de gauche sont petits, rapprochés, plus il y avait du courant. Et en bas, vous voyez, les coups de gauche sont plus grands. Donc, il y avait moins de courant au moment où ça a été formé. Okay? Et on a aussi une inscription ici, 2706-76. Ça, c'est la date de la première topographie de la grotte par la Société québécoise de spéléologie. Donc, on est là en 76, en plein dans l'âge d'or de la spéléologie. Il y a même des gens qui gagnaient leur vie en étant spéléologues. J'aimerais ça aussi vous faire remarquer le plafond. Le plafond, vous voyez, il y a une diaclase ici, il y a une faille. Mais de façon assez générale, là, le plafond est très uniforme. Donc, ça indique que la grotte est assez sécuritaire, en fait. C'est une des qualités du Trou du Diable, d'être très sécuritaire. Donc, d'offrir une expérience en toute sécurité pour les familles. Parce que c'est comme je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est notre produit d'appel au Parc naturel régional de Port-Neuf. Il y a des gens qui viennent de très loin pour venir visiter la grotte. Ici, donc, on a une réputation. Même, j'ai des gens de Winnipeg qui sont venus la semaine passée. Les gens viennent de très loin, donc on veut offrir une expérience de qualité et qui n'est pas angoissante trop. Parce que ça peut déjà être angoissant, être dans une grotte. Donc, on veut que ça soit sécuritaire quand même. On m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, ça ne me tente pas de vérifier, mais on m'a dit qu'ici, il y avait un tremblement de terre, qu'on était plus en sécurité ici, dans le milieu de la grotte, sous ce plafond-là, que chez nous ou dans une maison. Mais ce qui peut se produire, par exemple, c'est que l'entrée, la perte ou la résurgence s'effondre lors d'un tremblement de terre et qu'on reste coincé dans la grotte. Alors ça, c'est pas tellement intéressant, mais ici, c'est très stable. Et à toutes les années, on vérifie la stabilité de la roche pour pas qu'il y ait des roches qu'on voit qui sont sur le point de tomber. Il n'y en a jamais, d'ailleurs, c'est très rare. Donc, il y a vraiment des vérifications constantes qui sont faites. Donc, ici, on a une coulée de calcaire qui est créée par l'eau qui s'est infiltrée dans la pierre et qui sort ici. Et cette coulée de calcaire-là, chose intéressante, elle forme, si on regarde juste en dessous, elle forme ce qu'on appelle des draperies. C'est une sorte de stalactite. On vient de terminer la visite, alors merci beaucoup. Dans le fond, vous parlez toujours que c'était une grotte. Quelle est la différence entre une grotte et une caverne? Oui, en fait, donc le Trou du Diable, c'est une grotte, mais c'est aussi une caverne. Une grotte, c'est une caverne. Une caverne, c'est pas nécessairement une grotte. Une caverne, c'est un terme générique qu'on utilise pour désigner une cavité naturelle accessible à un humain. Donc, assez grande pour qu'un humain y pénètre. Une grotte, c'est une cavité naturelle accessible à un humain qui est formée par l'eau. Donc, vous avez vu, on a eu les pieds dans l'eau tout le long, donc c'est une grotte qui est encore active. Donc, c'est ça. Donc, le Trou du Diable a été formé par l'eau, donc c'est une grotte. C'est à la fois une grotte et une caverne.
Merci beaucoup. Ensuite, pour les familles qui veulent nous voir ou les amis, comment ça fonctionne? Quels sont les coûts, les tarifs? Parle-nous-en un peu. Donc, oui, donc c'est une expérience qui est enrichissante pour tout le monde, hein. Tout le monde va avoir à affronter ces petits défis là-dedans. Puis, en termes de développement personnel, c'est super intéressant aussi. Et pour créer des liens aussi, soit avec sa famille ou avec des amis, un groupe. Donc, vous venez ici, vous appelez à l'accueil du Parc naturel régional de Portneuf à Saint-Alban. Et vous réservez votre groupe. Il y a le parcours touristique, il y a le parcours aventure. Pour une petite famille de 4 personnes, là, on s'en tire pour un peu plus que 60 $ pour la visite d'une heure et demie. Et puis, c'est ça, donc on fait des groupes, ça dépend, là, les visites à aventure, on va faire des plus petits groupes, on va essayer de se limiter à 8 personnes environ. Visite touristique, on va aller jusqu'à 12, mais évidemment, c'est assez malléable, là. Des fois, on va faire des visites on est seulement 3, ça dépend des situations. Alors, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous vouliez dire à la caméra? Est-ce qu'il y a des développements futurs pour la grotte ici? Parle-nous-en un peu. Oui, donc, développement futur, on a de plus en plus de visiteurs au Trou du Diable. C'est le produit d'appel du Parc naturel régional de Portneuf. Donc, on a des gens qui viennent dans la région ici pour visiter la grotte et qu'après ça, ils vont manger dans vos restaurants, dormir dans vos hôtels, visiter vos attraits. Donc, c'est très intéressant. Donc, on essaie d'être vraiment sur la coche, comme on dit. Et dans pas long, on va construire notre nouvel accueil là, à la grotte Le Trou du Diable, en collaboration avec la Société québécoise de spéléologie. Donc, ça va être un très bel accueil avec des douches et des salles de démonstration. Ça va être très joli et mieux équipé aussi pour accueillir les grands groupes, les autobus, etc. Donc, ça va être assez intéressant de voir ça. Parfait. Alors, merci beaucoup. Alors, on va conclure notre émission du tourisme. Merci beaucoup, Monsieur Charles Laviolette. Ça fait plaisir. Alors, vous pouvez venir les visiter. Ça va leur faire plaisir. Et on se voit à la semaine prochaine. Merci.